Quelqu'un m'avait coupé le micro. Je disais merci à la commission démocratie et institutions de me permettre d'essuyer les plâtres de ce nouveau format, les petits déj de la démocratie, le samedi matin. Mini webinaire, donc on va essayer d'être dense. Je suis là pour vous parler du fédéralisme. Alors, je commence par une petite anecdote qui se passe en 89, alors pas 1789, parce que je l'ai vécu, je suis parmi les plus vieux adhérents, mais pas à ce point-là. Et en 1989, on était au beau moment des grandes fêtes du bicentenaire de la Révolution française, et j'étais au Parlement européen, donc j'étais benjamin, et j'explique à une de mes collègues vertes allemandes que 90% des dépenses du ministère de la Culture pour ces célébrations sont tombés sur Paris Intramuros. Rappelez-vous, c'était le grand défilé de Goudes, c'était la permis du Louvre, l'Opéra Bastille, tout ce qui allait avec. Elle me dit, bon, ça, Gérard, c'est le ministre de Paris qui a décidé ça. Mais ton ministre de la Culture, à toi, dans ta région, il a fait quoi? Et là, j'ai dû lui expliquer que, pauvre de nous, en France, on n'avait qu'un seul ministre de la Culture et qu'il n'avait pas de ministre de la Culture dans chaque région. Elle m'a carrément dit, mais attendez, si ça, chez nous, ce serait quasiment une dictature. Ce serait inacceptable. Alors que pour nous, c'est passé crème, aucun problème. Les célébrations du bicentenaire, c'était essentiellement Paris, et la province devait suivre. Autre définition du fédéralisme, qui vous voyez là, était parfaitement compris du côté allemand et totalement ignoré du côté français, c'est ce que les Britanniques appellent le F-word, F point de suspension. Comme nous, dans la presse, on n'écrit pas merde, on écrit M point de suspension. Parce que le fédéralisme, pour une certaine presse anglaise, qui dénonçait Bruxelles, c'était un gros mot. C'était un gros mot. Pour eux, le fédéralisme, leur définition à eux, c'était un centralisme bruxellois. Alors que par définition, le fédéralisme est tout sauf un centralisme. Donc on voit bien que, en fonction de l'histoire politique de tel ou tel pays, le mot est compris, plus ou moins, voire pas du tout. Chez nous en France, c'est pas qu'il est détesté ou adoré, c'est que tout simplement, il n'est pas compris. Il n'est pas compris parce que c'est un mot qui est mal employé ou pas employé du tout dans le débat politique français. D'où l'intérêt de notre petit webinaire ce matin. Qu'est-ce que le fédéralisme? Le fédéralisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un équilibre entre des forces centrifuges et centripètes. On a tous, au fond de nous-mêmes, en tant que mammifères, plus ou moins supérieurs selon la hiérarchie que vous appliquez au spécisme, on a tous en nous des forces qui nous poussent à nous différencier. C'est mon doudou, c'est ma mob, c'est mon porte-avions, c'est pas le tien. Je pisse aux quatre coins d'un territoire, comme font tous les mammifères, moi pas trop, mais quand même, dans nos gènes c'est ça, pour marquer mon territoire. Il est à moi, il n'est pas à toi. Et en même temps, on a une autre force en nous qui nous pousse à nous unir à nos congénères, parce qu'on a parfaitement compris que tous ensemble, on pouvait faire des choses que tout seul on ne peut pas faire. Très rapidement, les femmes et les hommes préhistoriques ont compris que s'ils se mettaient tous ensemble, c'était plus facile de choper le mammouth. Si on y va chacun séparément, on prend une raclée. Tous ensemble, le clan a une chance de revenir avec quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est cet équilibre-là que nous avons en nous et que toute société humaine a en elle qui doit être réglé de la manière la plus fine. Si on bascule trop vers la force centripète, c'est-à-dire moi, ça décrit une société où il y a forcément des tensions parce qu'à un moment donné, mon moi va se confronter au moi de l'autre. Quand je dis mon moi personnel, c'est aussi mon moi de groupe humain, de nation qui va se confronter au groupe humain ou de nations voisines. Si par contre, on dit c'est uniquement les forces qui nous unissent qui doivent être mises devant, eh bien, on nie toutes les différences. On fait des empires qui sont parfois importants dans l'histoire, extrêmement centralisés, mais qui finissent toujours par se casser la gueule. Que ce soit l'Empire romain, l'Empire napoléonien, l'Empire soviétique, qui arrive au moment, à force de vouloir tout concentrer et de nier la moindre tête qui voudrait se différencier, ça finit également par créer des tensions. Le fédéralisme a pour vocation de faire un équilibre entre ces deux forces-là que nous avons en nous et que toute société humaine a en elle. C'est quelque chose qui doit permettre à la fois d'exprimer la diversité dans un cadre où il y a encore beaucoup d'union. Alors, ce que je viens de dire, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que la décentralisation, parce que décentralisation, c'est on garde un centre
et on fait par dévolution, on donne quelques compétences aux lointaines provinces que l'on veut encore quand même garder sous contrôle. C'est pas la même chose que l'autonomie, parce que l'autonomie, ça n'implique pas forcément une solidarité avec les territoires voisins. Ce n'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est je me fous complètement des territoires voisins, je peux m'en balancer complètement, je suis là pour défendre ma spécificité, mon petit bonheur, et qu'importe ce qui se passe ailleurs sur la planète. Nous, écologistes, on sait que tout ça, c'est interconnecté. Nous, on n'a rien contre les déclarations d'indépendance, à condition, un bon écologiste, qu'elles soient accompagnées de déclarations d'interdépendance. C'est-à-dire, je suis fier de ce que je suis, je n'en ai pas honte, je suis fier de ma diversité et je la valorise, mais pour autant, je ne nie pas celle de l'autre, je ne la vois pas comme une agression, et je sais que je suis interdépendant, moi vivant, avec le reste du vivant. Mais le fédéralisme, moi j'ai toujours dit que c'est une sorte de yin et de yang de la démocratie, un yin et un yang institutionnel. C'est très difficile de trouver le point d'équilibre exact entre ce que l'on doit mettre en commun, la solidarité que l'on doit définir, et la différenciation, la diversité que l'on doit absolument préserver parce qu'elle est source de richesse. Fédération, confédération. Ça, c'est quelque chose qui est souvent venu dans la littérature. Une fédération, c'est au sein d'un État. Un État. Si vous n'êtes pas avec un État unique, si vous êtes plusieurs États qui s'associent, ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. La fédération, elle présuppose non seulement qu'il y ait un État global, qu'il y ait également des institutions communes et les pouvoirs régaliens. La plupart du temps, ce sont les pouvoirs régaliens. Parfois, ça va un petit peu plus loin. Parfois, c'est les pouvoirs régaliens réduits au minimum, qui sont mis en commun. Si vous n'avez pas ça, déjà, vous êtes sûr de ne pas être dans un modèle fédéral. Bien évidemment, ce modèle-là doit être complété avec la large autonomie des territoires fédérés. Large autonomie en termes de moyens et de compétences. Parce que si vous donnez des compétences, mais que c'est toujours l'État central qui garde les moyens, c'est pas du fédéralisme. Si vous donnez des moyens, mais pas les compétences, que les compétences sont décidées ailleurs, ce n'est pas du fédéralisme. Donc retenez, fédéralisme, c'est un État unique, avec des institutions communes, d'un pouvoir très certainement régalien en commun, une large autonomie de moyens et de compétences, et la sécession est exclue. Il ne peut pas y avoir de sécession dans une fédération. Alors, il y a toujours le paradoxe de la confédération helvétique, qui en fait est une vraie fédération, mais qui a gardé, pour connaître l'histoire, le mot de confédération, quand ils ont changé à la charnière du XVIIIe et XIXe siècle de statut institutionnel, parce que ceux qui voulaient rester très autonomes avaient peur du mot fédération. Alors on a fait la concession de garder le mot confédération, mais de fait, quoi qu'en dise le mot, c'est une vraie fédération. Après, il y a plusieurs niveaux de fédéralisme. Par exemple, l'Union européenne est un modèle extrêmement intéressant à regarder. C'est quelque part une confédération, puisque ce n'est pas un État unique et que chaque État garde une profonde autonomie dans beaucoup de choses, hein, au niveau fiscal, au niveau affaires étrangères, au niveau de sa justice et autres. Mais en même temps, il y a de gros morceaux de fédéralisme, parce qu'on a des institutions communes, on a pour large partie une monnaie commune, on pense maintenant à une défense commune, on a une diplomatie commune, même si elle se superpose et ne remplace pas les diplomaties nationales. Et le plus drôle, c'est que c'est un fédéralisme qui n'ose pas, en naissant, en progression, qui n'ose pas trop dire son nom, alors même que la devise de l'Union européenne, c'est du pur fédéralisme. La devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Tout est dit. C'est l'union et la diversité. Ce n'est pas que l'union, ce n'est pas que la diversité, c'est l'union et diversité. On a vraiment le yin et le yang qui sont parfaits dans cette devise, qui sont loin d'être parfaits dans les institutions qui vont avec, mais comme on dit en occitan, work in progress. On va, un jour ou l'autre, certainement, du moins c'est le souhait des écologistes, avancer vers cette voie du fédéralisme européen. Donc on voit que derrière les mots, il peut y avoir beaucoup de nuances dans ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas du mot fédéralisme. Mais retenez que c'est vraiment la recherche d'une sorte de graal démocratique, d'équilibre entre deux forces que nous avons en nous et que toute société a en soi. Pour qu'il y ait fédéralisme, encore faut-il qu'il y ait territoire fédéré.
c'est-à-dire des territoires différenciés. On ne crée pas du fédéralisme pour le plaisir de créer du fédéralisme. On crée le fédéralisme quand on se rend compte que au sein d'un même État, d'une même entité, il y a des territoires qui ont des histoires, qui ont des atouts, qui ont des faiblesses, qui ont des cultures, qui ont tout ce que vous voulez, différents. Et c'est cette différenciation qu'il faut savoir mettre en symphonie pour que ça fasse pas des couacs et que tout ça, ça chante à peu près à l'unisson, même si c'est avec des décalages de tierces, de quintes ou de quartes. Les musiciens me comprendront. Est-ce que la France peut devenir un État fédéral? Pour les écologistes, oui, parce qu'on considère, nous, que la Corse, c'est pas tout à fait la Bretagne et que le Pays Basque, c'est pas tout à fait l'Alsace. Sans parler, bien évidemment, des territoires outre-mer, ça nous entraînerait beaucoup plus loin. Mais de tout temps, enfin, du moins depuis que la France a décidé d'être extrêmement centralisée, que ce soit le modèle royaliste ou que ce soit le modèle républicain jacobin, on a nié au maximum cette différenciation de territoire. Alors, ça allait au départ par une volonté royale de mettre au pas les grands féodaux. On faisait cour à Versailles pour les avoir sous la main et pour éviter que le duc de Bourbon ou le duc de Bretagne ne vienne empiéter sur les plates-bandes de Louis le XIVe, le XVe ou le XVIe, peu importe. Mais la Révolution française n'a pas forcément changé les choses. Pour contrôler un territoire qui était difficile dans une période historique extrêmement complexe, on a voulu quadriller le territoire. Alors, pour ceux qui le connaissent, il y a une extraordinaire carte qui a été par le comité CIS au moment de la Révolution française qui définissait les départements. C'est un quadrillage orthonormé. Vraiment, ça tombait où ça tombait, avec dans chaque carré 9 cantons également carrés, 3 par 3 colonnes, 3 lignes. Et c'était une façon pour eux d'administrer. C'est pour vous dire à quel point on imaginait qu'il fallait que ça reste tout ça extrêmement contrôlé, que la diversité ne devait pas s'exprimer. Il y avait une crainte de la diversité. Et elle est toujours là. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a marqué. Vous savez qu'il y a des offices pour défendre les langues régionales. Moi, j'ai connu l'Office public de la langue occitane, l'OPLO, et on a essayé de créer dans ma région l'Office public de la langue catalane, puisqu'il y a un petit bout de l'Occitanie qui est pas occitan du tout, qui s'appelle la Catalogne Nord, parce que la Catalogne du Sud, c'est l'autre côté des Pyrénées. Et quand on a créé ça, se mettent autour de la table les instances, normalement, c'est le ministère de la Culture qui siège pour l'État. Eh bien, pour l'Office public de la langue catalane, c'est le ministère de l'Intérieur qui est venu, avec la grande trouille que on ne sait jamais que ces Catalans aient des velléités d'indépendance, ils se rattacher à Barcelone. Vous voyez, même dans des instances aussi peu dotées en moyens, aussi peu visibles, il reste cette trouille de la diversité. Et ils ont raison, parce que la France est extrêmement diverse. Et d'ailleurs, il suffit de voir toutes les cartes administratives qui ont été pondues au cours des dernières décennies pour voir comment on essaie de ne pas faire émerger cette diversité, de peur qu'un jour, on soit obligé d'avancer parce que nous souhaitons un fédéralisme apaisé où les deux forces, je suis divers et j'en suis fier, je suis uni et je m'y implique, puissent s'exprimer. Si vous regardez je vous ai parlé de la carte CIS, c'est la caricature absolue avec cette carte grille orthonormée, mais la carte de nos régions actuelles, il y a des choses cohérentes. Bon, la Normandie, une et indivisible, bon, je comprends. La Corse, on voit à peu près où commence et où finit la Corse. La Bretagne, il y aurait beaucoup à dire, puisque le château des Ducs de Bretagne est quand même à Nantes, qui officiellement n'est pas dans la Bretagne administrative. Mais il y a des trucs moi que j'ai pas vu venir. J'ai beaucoup d'imagination. Alors la région qui regroupe le Limousin et le Pays Basque, alors ça, je dois dire que jusqu'au moment où la carte est tombée, une heure avant, je l'avais pas imaginé celle-là. On se retrouve avec des envies quelque part de reconnaître des réalités de terrain, des réalités humaines fortes, sociales, historiques, ancrées dans beaucoup de choses, et en même temps une trouille que tout ça puisse un jour venir en déduction du pouvoir parisien. Le grand débat pour savoir si ma région pouvait s'appeler Occitanie, qui renvoyait quasiment aux croisades des Albigeois, pour savoir si oui ou non les barons du Nord avaient le droit d'annexer encore les terres du Sud, ça allait très très loin. Donc les cartes en disent beaucoup. La dernière carte pondue par LFI, elle est lunaire.
où les régions, c'est des grands bassins versants de fleuves. Il y en a 4 ou 5. On se moque des réalités industrielles. Mais souvent, qui fait des cartes bizarres démontre qu'il a une grande trouille de cette diversité, de cette avancée vers le fédéralisme. Dernier grand point, si on a bien compris comment fonctionne le fédéralisme, il faut penser sa traduction institutionnelle. Deux forces à équilibrer égale forcément bicamérisme. Il n'y a pas d'exemple, s'il y en a un, je dirais minime, d'exemple de pays qui se dit fédéral où il n'y a pas deux chambres pour représenter l'une le peuple, l'autre le territoire fédéré. Le seul exemple, c'est la Fédération des Émirats Arabes Unis, démocratie discutable. Bon, à part cet élément anecdotique où ils font du monocaméral, le reste, que ce soit des dictatures sanglantes comme la Russie ou des démocraties dites éclairées, ça reste à prouver comme les USA, il y a bicamérisme. On a un bicamérisme en France, ce qui veut dire qu'on peut avoir du bicamérisme sans fédéralisme. Mais du fédéralisme sans bicamérisme, ça, c'est pas possible. Mais il faut bien, et c'est là où on a une difficulté quand on veut décrire dans les détails le mécanisme institutionnel fédéral, c'est quoi la chambre haute, c'est quoi la chambre basse. La chambre haute, par définition, ça a toujours été donné ainsi, c'est les entités fédérées, celles qui représentent, en gros, c'est le Sénat. C'est simple, hein, le Sénat des États-Unis, vous voyez, 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille de l'État. Et la chambre basse, elle est censée représenter le peuple dans sa diversité, dans son union, mais surtout pas par territoire. Et là, on a un double problème. Je commence par la chambre haute. C'est très intéressant ce bicamérisme, parce que c'est une façon de dire aux territoires qui sont très peuplés, vous serez hyper entendus, vous triompherez très certainement, parce que démographiquement, vous allez envoyer beaucoup de gens dans la chambre basse, l'Assemblée nationale, faisons simple. Mais pour les petits, on les rassure en disant, mais vous en faites pas, le yin et le yang, la partie yang, rassurez-vous, tout petit que vous soyez, vous pèserez autant que le plus gros dans cette seconde chambre. Voilà pourquoi le plus petit des États-Unis a 2 sénateurs et le plus peuplé, je crois que c'est la Californie, en a également 2. Voilà. C'est un équilibre, chacun est rassuré à travers qui la chambre basse, qui la chambre haute. Et c'est l'équilibre des deux qui permet que ça fonctionne. Mais dans les chambres hautes, certains disent, écoutez, c'est quand même beaucoup de dire que le plus petit territoire a autant de sénateurs que le plus grand. Beaucoup de chambres hautes dans le monde, le modèle fédéral, choisissent des moyens pondérés. Par exemple, en Allemagne, il y a un petit peu plus pour les pays, pour Bundesrat, qui est l'équivalent de notre Sénat, pour les Länder les plus peuplés. En Inde, c'est directement proportionnel à la population. Il y a un minimum pour que chacun ait un minimum, mais les États les plus peuplés indiens, on voit beaucoup plus de sénateurs que les États les moins peuplés. Donc, vous voyez, cette chambre haute, il y a souvent des choses à articuler finement. Moi, un petit peu de pondération ne me gêne pas, tant pour autant que ça ne modifie pas le principe général, qui est de dire il faut que le petit puisse se sentir représenté, même surreprésenté pour compenser dans notre chambre où il sera très certainement marginalisé. Mais on a un problème également à la chambre basse, et ça tient à l'histoire. La chambre basse, vous l'avez compris, si je suis député à l'Assemblée nationale, je ne représente pas ma circonscription. C'est une erreur fondamentale qu'on entend longueur de journée sur toutes les antennes. Je ne suis pas député de Haute-Garonne, je suis député de la nation française, désigné en Haute-Garonne, ce qui n'est pas la même chose. Parce que si jamais vous considérez que vous êtes député de la 12e circonscription de Haute-Garonne, elle n'existe pas, je suis à l'aise, il n'y a que 10, vous avez tendance à favoriser dans votre écriture de la loi le territoire qui vous a élu et qui vous réélira. Vous avez tendance à déshabiller Pierre pour habiller votre Paul à vous. Donc, on est en train de transformer avec ce système de circonscription pour la Chambre basse en Sénat 10. Et là, on sort complètement de l'équilibre fédéral. Je te laisse conclure, Gérard. J'arrive à la fin. Là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, un vrai fédéralisme impose que la Chambre haute soit le plus possible à parité entre le plus gros et le plus petit, et que la Chambre basse soit déconnectée des contingences locales. On n'est pas là pour représenter un territoire, ça, c'est le Sénat.
qui doit le faire. Et j'arrive à la fin. Quand il y a une décision importante, souvent on dit, dans le système fédéral, c'est la chambre basse, celle qui représente plus directement le peuple, qui doit avoir le dernier mot, si les deux chambres ne sont pas d'accord. Il y a un autre modèle que moi je défends, c'est le vote pondéré. C'est-à-dire, si pour les décisions importantes, eh bien, on fait voter ensemble, sénateurs, sénatrices et députés, pour décider le budget, l'investiture, la dissolution, etc. Quitte à le pondérer s'il y a plus de sénateurs que de députés, etc., pour que les deux chambres pèsent exactement pareil. S'il y a 2 fois plus de sénateurs que de députés, les députés ont 2 voix que les sénateurs en ont qu'une. Mais je pense que plutôt que de donner systématiquement la priorité à une chambre sur l'autre, pour les choses importantes, on peut imaginer quelque chose de pondéré. Le fédéralisme, je termine avec ça, c'est un marqueur politique précieux pour les écologistes parce que regardez, dans l'offre politique française, nous sommes les seuls. Je mets de côté nos amis de régions un peuple solidaire qui sont les régionalistes qui sont d'accord avec nous sur ce point-là. Et tous les autres partis restent peu ou prou, qu'ils soient de LFI jusqu'au RN, dans un modèle jacobin extrêmement centré. Nous, on a quelque chose qui est dans l'air du temps. Tous les sondages disent que les gens veulent aller vers cette différenciation équilibrée et apaisée. On a une pépite, on a vraiment une pépite dans le trésor écolo que l'on n'exploite pas assez. Et à travers ce webinaire, j'espère que vous serez tous convaincus qu'il faut maintenant diffuser cette bonne parole à l'extérieur. Et je vous écoute. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Et le sujet est ardu. Hein. Le sujet était compliqué, c'est pour ça aussi que je te l'ai fait déborder. Je vais poser les questions. Donc, il y a une première question de Xavier qui dit dans notre projet écolo, commune, région, plutôt une fédération. Sa question est sur le projet écolo. Ça s'est coupé ton micro. Je n'ai rien touché à rien, Gérard, mais ton micro s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Je disais que je n'ai pas compris ta question parce qu'il m'arrive qu'un mot sur 2. Ah, je disais, dans notre projet écolo, commune, région, Europe, c'est plutôt une fédération. Point d'interrogation, question de Xavier. Oui, très clairement, nous sommes fédéralistes. On l'a toujours dit, alors même si parfois on a du mal à comprendre. Regardez, dans un de nos derniers congrès, on proposait que le Conseil fédéral, parce qu'on était fédéraliste, soit uniquement désigné par les régions, les groupes régionaux verts. Ben non, c'est pas du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est on devrait avoir un Conseil fédéral citoyen où toutes les régions, tous les adhérents votent ensemble et ensuite une seconde chambre à côté qui représente les groupes locaux, si on voulait aller vers ça. Mais même chez nous, on comprend mal le fédéralisme. Pour répondre plus précisément à la question, oui, nous sommes pour un modèle fédéral parce que nous pensons que c'est la seule façon d'avoir une régulation solidaire. S'il n'y a que de la régulation, ça ne marche pas parce que le renard dans le poulailler, il régule pas en faveur des poules. Et il faut la régulation solidaire. Et ce fédéralisme-là, à travers tout ce que j'ai essayé de vous expliquer à grands traits, permet ça. Et on le veut à tous les niveaux. On peut très bien penser un fédéralisme au niveau des régions, où on aurait les bassins de vie qui forment une assemblée des territoires et une assemblée citoyenne qui soit l'assemblée citoyenne régionale, et les deux pourraient gérer la région. Au passage, vous voyez qu'on peut supprimer également beaucoup de choses, les départements, refondre les EPCI, etc., pour les remettre dans cette chambre régionale des territoires. On peut l'imaginer au niveau national. Encore faut-il définir ce que sont les territoires fédérés. Il y aura un grand débat cartographique à refaire en France. Et on peut l'imaginer, bien évidemment, au niveau européen. Quid, dans ces cas-là, des euro-régions transverses, comme le Pays Basque, la Catalogne, la Savoie ou que sais-je, qui sont un petit peu chez nous, un petit peu chez les voisins. Mais on peut également l'imaginer au niveau onusien. Pourquoi pas une double assemblée, une assemblée qui représente tous les peuples, où certainement les Chinois et les Indiens seraient surreprésentés, mais également un Sénat onusien où le plus petit État pèserait autant que l'Inde et que la Chine. Avec ce mécanisme-là, on pourrait supprimer le Conseil de sécurité et son droit de veto. Vous voyez, c'est très intéressant le fédéralisme parce qu'il peut se décliner comme des poupées russes, excusez-moi parce que j'aime pas trop les Russes en ce moment, les enfants sont ukrainiens, comme des poupées russes du niveau local jusqu'au niveau global. Autre question de Hugo qui dit comment concilier fédéralisme et dynamique politique dynamique politique. Parce qu'il explique dans son exemple qu'il y a un moment où il existe une urgence écologique et que par exemple il dit que la Chine, le contre-exemple, c'est la Chine qui, grâce à son organisation centralisée et dictatoriale,
a réussi à avancer très rapidement sur le sujet de la transition écologique. Donc, du coup, c'est la question de la rapidité et de l'efficacité du modèle, si je comprends bien. Ah, ton micro, c'est à nouveau coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. C'est une très bonne question. La dictature est souvent plus efficace que la démocratie. Il faudra quand même me convaincre que c'est mieux que la démocratie. Pour ma part, je préfère mettre beaucoup d'énergie, même un samedi matin, à essayer de convaincre que la démocratie est perfectible. Et si on avance sur des modèles apaisés, qui fonctionnent, qui ont été pensés à travers 2 ou 3 siècles, on a plus de chances d'être efficace, même si on prend un petit peu plus de temps, que dans une dictature qui certes peut aller très vite, mais aller très vite également dans le mur, parce qu'il y a toujours un moment où les dictatures se cassent la gueule. Je sais, Tiananmen, en 89, ça a failli être la chute de la Chine, ça reviendra peut-être un jour. Je souhaite que quelques régimes de par le monde se cassent la gueule, tout centralistes qui sont, mais c'est une bonne question. Le temps nous est compté, et on nous pose la question souvent, est-ce qu'une bonne dictature verte ne nous permettrait pas d'éviter le chaos? Je préférerais une bonne démocratie verte qu'une bonne dictature verte, mais si on n'avance pas sur la démocratie verte, un jour ou l'autre, peut-être, d'autres que nous, à la sauce chinoise, imposeront une dictature verte. Une très bonne question. Et moi, je me permettrais de rajouter quand même, dans le système fédéral, ce qu'on appellerait les régions ont plus de pouvoir et de marge de manœuvre au sein des territoires pour avancer plus vite. Donc, en fait, oui, ça se questionne, mais finalement, les territoires ont les pouvoirs pour faire. Ça, c'était ma petite réponse. Tu as tout à fait raison, et c'est un point important. Si, par exemple, on était dans un État fédéral, je suis à peu près sûr qu'en Occitanie, on n'aurait pas eu de centrale nucléaire. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à imposer au niveau local dans son jardin. Quand ça vient de Paris, on le voit arriver, c'est bure, c'est toutes les bêtises, on les a comme ça. Et on aurait été obligé de penser autre chose que le nucléaire pour notre énergie. Donc c'est une très bonne remarque, Michael, je te remercie de l'avoir faite. Et d'ailleurs, historiquement, je rebondis, après je passe à la question suivante. Il a montré que les Allemands, le nucléaire a pu s'implanter parce que le système fédéral et le lobby nucléaire qui a été État centralisé, a peu mal à faire la politique énergétique. Le nucléaire est à l'image du jacobinisme. Il y a un point central et des fils qui partent. Il y avait une autre groupe qui disait on est dans l'ère du temps fédéralisme. Enfin, en tout cas, des idées fédéralistes, comme on en parlait. Il dit à l'échelle internationale, on sent plutôt sur un retour des empires Russie, Chine, il met aussi États-Unis dedans. Ton micro, c'est encore coupé. On pourrait rajouter Inde, Turquie et plein d'autres endroits où le plus gros veut bouffer le plus petit. Ben, pour moi, c'est soit on baisse les bras en constatant que l'être humain est décidément très con et qui comprend pas les leçons de l'histoire, ou au contraire, ça nous pousse à réagir, à être beaucoup plus pertinent et à les convaincre. Mais une fois de plus, pour convaincre sur le fédéralisme, il faut bien expliquer ce que c'est. Sinon, je vous dis, c'est le F-word, les Anglais qui sont persuadés que Bruxelles, c'est un État fédéral, donc centralisé. Ben, si c'est fédéral, c'est pas centralisé, par définition. Sinon, vous n'avez rien compris au fédéralisme. Voilà. Donc, on vit une période géopolitique extrêmement casse-gueule, au moment où il faudrait mobiliser toutes les énergies et tous les budgets pour éviter le mur biodiversité qui crève, climat qui connaît son grand flip, etc. On est en train de se disperser en budget militaire, en affrontement idéologique stérile et haineux, sans temps. Je ne sais pas ce que nos enfants en diront, je pense qu'ils nous maudiront d'avoir fait de ce début du 3e millénaire un grand gâchis. Mais une fois de plus, c'est pas parce que les gens sont cons que ça nous interdit d'essayer d'être intelligents. Voilà. Pour moi, c'est un appel, au contraire, une insurrection des consciences pour combler ça. Et une fois de plus, il y a un sondage très intéressant qu'avait fait Région et Peuple Solidaire sur les envies de notre modèle institutionnel français, sur la place des régions, sur les compétences partagées, etc. Et c'est un non-dit politique, mais c'est massif. Peut-être je pourrais le diffuser à travers toi, Michael, si ce sondage il date de même pas un an, l'été dernier, et ça montre à quel point il y a une vraie attente. C'est un signal faible dans le pays
À nous d'en faire un signal fort. À nous d'en faire un signal fort. Une autre question de Yves, cette fois-ci, qui dit... Ah, et Sylvain, tu lèves la main, c'est ça? Je te passerai la parole après. Du coup, d'abord Yves, qui dit quand proposerons-nous aux autres partis et mouvements de rédiger ensemble un projet de constitution fédérale? Cette traduction concrète aiderait les citoyens à bien percevoir le bien fondé et les avantages du fédéralisme. Ton micro est encore coupé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est censure à tous les étages pendant ces petits dits de la démocratie. Je suis persuadé que les partis politiques qui nous sont nos concurrents, même si parfois on peut faire un bout de chemin avec eux, se complaisent assez bien dans le système actuel. Il y a très peu de partis anti-présidentialisme. Je suis très fier d'appartenir à un des rares qui ose le dire. Tous les autres pensent que choisir le chef, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Moi, je pense que choisir un chef, c'est pas forcément encore renoncer à son statut d'esclave. C'est un large débat pour aller avoir notre petit déj de la démocratie. Mais je pense qu'il y a une très forte réticence. Je l'ai vu parce que je me suis coltiné des négociations d'un plus finir avec le PS dans des accords précédents. C'est soit ils comprennent pas le concept, soit ils le comprennent très bien et on va faire avec ce qu'on connaît parce qu'avec ça, on sait qu'on a déjà eu le pouvoir et qu'on peut le récupérer. Voilà. Par contre, et voilà pourquoi je suis un fervent défenseur de processus constituant, je suis persuadé, intimement persuadé, que si le processus constituant est aussi bien que nous l'avons défini, notamment au sein de notre commission démocratie, c'est-à-dire qui met à la fois des sachants qui expliquent les différents modèles, des citoyens tirés au sort qui, en permanence, en sorte de convention citoyenne permanente, irrigue le débat, relance les solutions, et une constituante à côté qui met tout ça en musique, c'est très certainement ma chaîne d'essence fédéraliste, alors peut-être pas aussi pure que je l'imagine, qui sortira du chapeau. J'en suis persuadé. Accord avec les partis, j'ai de gros doutes, je m'y suis épuisé pendant 40 ans. Retour à la base, vu les urgences avec les citoyens, j'ai l'impression qu'on a une vraie chance. Sylvain, je te laisse poser ta question. Tu avais levé la main. Ou alors, moi, c'était juste par rapport aux différentes échelles. Je trouvais très intéressant les municipales, les débats que ça a ramené, et par exemple les initiatives de liste citoyenne. Et je me demandais comment tu voyais ça en termes d'échelle et un peu aussi, comment dire, comment on orchestre ces différents niveaux sans que ce soit incohérent, dans le sens où on parlait des interdépendances. Et je me demande comment on arrive, par exemple, à avoir une échelle suffisamment petite pour impliquer le plus possible les citoyens directement, ce qui est déjà compliqué à l'échelle d'une région, même dans un pays pas immense en population comme la France, d'avoir une participation plus directe, où on a déjà des effets de centralisation sur les capitales régionales, et en même temps, de ne pas créer d'incohérence et le millefeuille qu'on a aujourd'hui avec les départements, les communes, les intercos, enfin un truc trop compliqué qui ne marche pas non plus pour impliquer les citoyens. Et comment tu vois ça, notamment à l'échelle de la commune, où là, c'est des gens qu'on connaît, ça fonctionne un peu différemment comme dynamique, bon, sauf quand elles sont très très grandes, quoi. Je remets le micro. Rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début. Pour qu'il y ait fédéralisme de territoire, il faut qu'il y ait territoire différencié. À partir du moment où le territoire est très petit, je ne vais pas créer un fédéralisme à l'échelle de mon quartier pour dire que ma rue est différente. Parce qu'il arrive un moment, on a du mal à définir sociologiquement, historiquement, culturellement, géographiquement, climatiquement, je ne sais pas comment il faut dire, les différences. Il faut déjà que c'est une certaine échelle. Moi, je pense que le premier niveau de fédéralisme, c'est le niveau régional. Parce que moi, je vois dans ma région, je l'ai fait concrètement, j'ai fait créer une assemblée des territoires. C'était pas 13 départements, c'était 72 territoires, des bassins de vie réels, et vécus, qui parfois se rayaient complètement des frontières départementales. Par exemple, le Lauragais est à cheval sur 3 départements, les Cévennes, l'Aubrac sont à cheval sur plusieurs départements. Pourtant, ce sont des communautés humaines, y compris socio-économiques, qui existent, fortes. Et en créant cette assemblée des territoires, j'ai essayé de vendre à Carole Delgam, présidente locale et unique et préférée, qui avait intérêt de légiférer avec un conseil régional élu par les citoyens et des gens désignés par ces territoires-là. Bon,
Ça n'a pas trop bien marché parce qu'une fois de plus, le Parti socialiste a essayé de contrôler pour éviter que ce soit un contre-pouvoir qui vienne discuter le pouvoir hyper présidentiel de tous les présidents et présidentes de région. Voilà. Mais au niveau régional, à mon avis, ça peut fonctionner. En dessous, pourquoi pas, s'il y a une vraie volonté. On me dit, oui, mais dans ces cas-là, Gérard, quand on fait les listes citoyennes pour la circonscription unique, celle qui représentait l'Union, est-ce qu'il n'y a pas un risque que systématiquement, la métropole, par exemple, au niveau régional, désigne tout le monde? Il y a des mécanismes qui existent, moi j'invente rien, qui permettent, sans attribuer à chacun un petit bout de territoire, c'est-à-dire refaire un Sénat dans l'autre chambre, il y a des mécanismes, par exemple, on en connaît un, pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, c'est la parité alternée. On peut très bien dire que toutes les 10 places existantes, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui ait moins de 30 ans. Que toutes les 20 places existantes, il y ait forcément quelqu'un en situation de handicap. On peut avoir sur une liste comme ça, sans dire je représente tel territoire, c'est ma liste est représentative de. Il y a plein de mécanismes qui permettent de représenter. Et ainsi, un super mécanisme de solidarité qui s'appelle l'impôt. L'impôt. Si je suis un territoire qui a peu de ressources, je ne peux pas beaucoup lever l'impôt, mais si j'appartiens à quelque chose de plus vaste, le territoire de côté qui est riche peut m'aider. Moi, je suis pour une règle assez simple, on lève l'impôt au niveau considéré, communal, le bassin de vie, la région, l'État, l'Europe, etc., peu importe, et j'en garde la moitié pour moi, et l'autre moitié, je le mets dans le pot commun pour les communes lèvent l'impôt, elle en garde la moitié pour eux, et l'autre moitié, elle le met dans le pot commun pour l'interco. Ça, c'est des mécanismes très simples de solidarité. Vous voyez, le fédéralisme, quand on tire le premier fil, ça va très loin derrière. Voilà pourquoi c'est un concept extrêmement riche qu'il faut vraiment mettre sur la table. Oui, ça va nous permettre d'avoir plein de petits ou de webinaires sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que dès qu'on rentre la main dedans, on a envie d'en savoir. Je pose une dernière question pour conclure. Tu disais quelque chose de très juste, Gérard, qui est qu'en fait, il y a la trop dans les institutions, etc., dans d'autres partis politiques. C'est pour moi le principal blocage. Et donc, du coup, c'est peut-être un peu compliqué à répondre rapidement, mais comment mener la bataille culturelle sur le fédéralisme en France, en fait? Parce qu'il y a un vrai sujet, quoi. On est, y compris à gauche, on est les seuls aujourd'hui. Donc, on a une vraie bataille culturelle à mener pour arriver à faire gagner cette idée et à la mettre en place. Et pas avoir une 6e République qui n'est que une 5e République avec d'autres formalités différentes, mais qui est quand même très jacobine et très problématique sur plein d'aspects. Il faut faire confiance aux citoyennes et aux citoyens. Une fois de plus, moi, je croule sur les exemples d'envie de retrouver cette part de proximité, de diversité, etc. C'est extrêmement surprenant, par exemple, une étude qui a été faite par la région Occitanie sur « Avez-vous envie que l'on développe l'enseignement de l'occitan ?» C'est massif. C'est 80% des gens, y compris des gens qui sont en Occitanie depuis 3 matins, qui n'ont pas du tout les racines, le papy qui leur parlait gascon au coin du feu. C'est pas ça du tout. Mais une envie de comprendre le territoire, la culture dans laquelle ils ont débarqué. À côté de ça, l'offre en occitan, c'est un CAPES ouvert tous les 10 ans. Enfin, c'est ridicule. On a beaucoup d'élèves potentiels, on n'a pas de profs. On va chercher l'erreur. Donc, je suis sûr que si on s'appuie sur le sentiment populaire de ce besoin à la fois de solidarité et de diversité, on peut avancer. Et en plus, ça fait baisser la tension. Moi, je conclurai sur cette anecdote. J'ai participé, c'était 20 ans de Diwan. Diwan, ce sont les écoles d'immersion en breton, comme il y a les calandretto en occitan, ou les brezzola en catalan, ou les castola en basque. Et j'étais à Brest donc on coupe les rubans, on fait les discours officiels. Et à la fin, on se retrouve devant le bol de cidre et la galette, parce qu'il faut pas dire crêpe, on m'a expliqué que ça fallait dire galette. Et je dis au président, j'ai dit, mais alors c'est quoi ton vrai bilan au bout de 20 ans? Parce qu'ils avaient fait toute une génération qui est passée de la maternelle jusqu'au lycée, maintenant à l'université. Il me dit, Gérard, tu vois, je suis pas sûr qu'en 20 ans, on ait fait de bons Français. Je suis pas sûr qu'on ait fait de bons Européens. Je parlais à un député européen. Je suis même pas sûr qu'on ait fait de bons Bretons. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on n'a pas fait un seul raciste. Parce qu'à partir du moment où je suis reconnu dans ma diversité, la différence que représente l'autre n'est plus une agression. C'est une richesse, c'est complémentaire. Vous vous rendez compte, le fédéralisme, ça peut aller jusqu'à faire
un outil formidable pour faire baisser le racisme. Et je crois qu'il y a une attente. Et si on le fait de manière festive, parce qu'il y a plein de richesses super sympas à valoriser dans cette histoire de fédéralisme de diversité, si on le fait de manière festive en s'appuyant sur les gens, on gagne la partie. Bah, écoute, c'était une magnifique conclusion. Ça m'a donné plein d'autres idées de webinaire. Je te remercie beaucoup. Il y a aussi des gens qui te remercient pour la qualité de ton propos. Et merci d'avoir essuyé les plats. Alors, on m'a dit simplement que c'est un sujet tellement riche, et plusieurs gens qui m'ont dit on ne pourra pas être là samedi. Est-ce que ça a vocation à revenir? Je dis peut-être une fois par an, un sujet très large, on pourra revenir sous un autre angle, voilà. Parce qu'on n'épuisera pas, à mon avis, en 40 minutes ce sujet-là. Donc, je suis dispo pour ça et pour autre chose, je vous le dis. Ouais, on y reviendra avant un an, t'inquiète pas. Pas de souci. Merci tout le monde. Et bon, merci tout le monde, bon samedi, ciao, ciao.